Salut Mathilde. Salut Marie-Juliette. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser à un sujet que j'aime beaucoup puisque on va parler des régimes alimentaires et des techniques de chasse des manchots. Alors t'as dit dans un épisode précédent qu'ils allaient en mer pour se nourrir et donc je voulais savoir si tu pouvais nous raconter les conditions de cette quête de nourriture. Ouais, alors comme tu l'as dit, c'est des animaux qui s'alimentent exclusivement en mer. Donc ils ont un cycle de vie un peu particulier où ils vont alterner des périodes à terre pour la reproduction et des périodes en mer pour s'alimenter. La durée des voyages en mer, elle est assez variable entre les différentes espèces. Ça peut varier entre quelques heures pour les petits manchots et jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois passés en mer pour les manchots plus gros. Semaine ? Ah ouais, semaine, mois. Ah ouais, d'accord, c'est énorme. Ouais, okay. En gros, donc on va les appeler les manchots d'eau froide, entre guillemets, ceux qui vivent plutôt proche du continent antarctique. Ils vont être à terre seulement pour la mue et la reproduction, et tout le reste de l'année, donc ça représente quand même plusieurs mois dans l'année, ils vont être en mer et ils vont jamais revenir à terre. À l'inverse, les manchots, les petits manchots, donc les manchots qui vivent dans des endroits un peu plus tempérés, eux, ils vont rester à proximité de la côte toute l'année, donc ils vont rester très proches de leur colonie, et les voyages vont être seulement de quelques heures ou quelques jours. Dans tous les cas, les manchots sont tous très dépendants des grands courants froids et des fronts océaniques. Donc par exemple le front polaire qui est ce grand courant froid qu'on trouve au niveau des îles subantarctiques. Aussi le courant de Humboldt qui est ce courant qui remonte le long des côtes sud-américaines, qui sont des courants qui favorisent l'agrégation et l'abondance des proies. Alors tu disais qu'ils avaient des proies, donc j'imagine que c'est des prédateurs. Ils sont exclusivement carnivores au sens vraiment large, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent que d'autres animaux. Oui, exactement. Ouais. Tous les manchots sont carnivores, donc c'est tous des prédateurs, et c'est aussi tous des prédateurs plongeurs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir plonger pour capturer leur proie. Les profondeurs de plongée sont très variables, encore une fois, entre les espèces. Ça peut varier entre quelques dizaines de mètres pour les petits manchots, notamment pour les manchots pygmées, ces tout petits manchots qu'on trouve sur les côtes australiennes. Et ça peut monter un peu plus ensuite, donc si par exemple on est sur 100 à 200 mètres de profondeur pour les manchots Adélie ou les gorfous, pendant donc entre 2 et 5 minutes de plongée, donc c'est pas mal. En arrivant vers le manchot royal, on atteint des records à 300 mètres pendant quasiment 10 minutes, donc là vraiment ça commence à faire. Ouais. Et le meilleur plongeur de tous, c'est le manchot empereur, qui lui a des profondeurs de plongée enregistrées à quasiment 600 mètres. Pendant quasiment 20 minutes, donc c'est les meilleurs plongeurs de tous les oiseaux réunis. C'est dingue parce que du coup, attends, s'ils mettent 20 minutes, enfin en tout cas s'ils restent 20 minutes à 600 mètres, ça veut dire qu'ils descendent et ils remontent super vite. Comment ils font pour pas avoir d'accident de décompression par exemple ? Ou juste tout simplement, les manchots c'est des oiseaux, bon c'est simple à dire, mais il faut quand même se rendre compte que contrairement aux poissons, ils n'ont pas de respiration adaptée au milieu marin. Ils vont respirer que de l'air. Donc ça veut dire qu'ils doivent retenir leur respiration pendant 20 minutes. C'est impressionnant. Ouais, exactement. Ils plongent en apnée, comme tu l'as dit. Ils respirent que de l'air comme nous. Donc une fois qu'ils sont sous l'eau, ils doivent retenir leur respiration. Donc il y a un plein d'adaptations à la plongée. Premier type d'adaptation, on va observer une baisse du rythme cardiaque, donc ce qu'on appelle une bradycardie. En gros, ça va permettre de limiter les dépenses énergétiques. En fait, c'est comme les plongeurs en apnée, pour faire des records, ils vont vraiment se détendre, se calmer pour baisser leur rythme cardiaque, pour faire que on limite un peu les dépenses énergétiques. Et cette bradycardie, elle peut être assez importante. Par exemple, chez les empereurs, donc les meilleurs plongeurs, leur rythme cardiaque peut passer de 70 battements par minute à 10 par minute. Donc là, c'est très très faible et ça leur permet justement d'économiser leur énergie. Une autre façon d'économiser leur énergie, c'est leur circulation sanguine qui va être priorisée vers les organes importants, donc en gros le cerveau et les organes principaux. Et on va avoir un ralentissement des organes périphériques. Une autre adaptation, ça va être au niveau du stockage de l'oxygène. Tout l'enjeu, ça va être de stocker un maximum d'oxygène pour justement rester en apnée le plus longtemps possible. Donc pour ça, ils vont stocker leur oxygène d'abord dans le sang, comme nous, grâce à une molécule qu'on appelle l'hémoglobine, qui est la molécule qui va piéger l'oxygène.
Cette hémoglobine chez les manchots est très performante et elle a une meilleure affinité avec l'oxygène que la nôtre. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus efficace pour capter et garder l'oxygène. En plus de ça, ils stockent l'oxygène pas que dans leur sang, mais aussi dans les muscles, grâce à une molécule un peu cousine de l'hémoglobine qu'on appelle la myoglobine, qu'on a aussi, nous, mais qui est 10 fois plus concentrée chez les manchots que chez les humains. Donc en gros, ils sont capables de stocker beaucoup plus d'oxygène que nous. Aussi, il me semble que la myoglobine, c'est quelque chose qui est extrêmement concentré chez d'autres animaux plongeurs, comme les cachalots. Oui, c'est ça. Tous les autres plongeurs, donc les cétacés et aussi les pinnipèdes, donc phoques, otaries et morses, ils ont tous des concentrations en myoglobine qui sont beaucoup plus élevées que chez d'autres mammifères comme nous par exemple. Et si on parle de tout ce qui est remontée, donc évitement des accidents de décompression, comment est-ce que ça se passe pour des animaux qui plongent à des profondeurs aussi immenses mais en quand même assez peu de temps? Ouais, alors le principal problème auquel les plongeurs doivent faire face quand ils plongent, c'est justement ces fameux accidents de décompression. En gros, c'est la formation de bulles d'azote dans le sang pendant la remontée. Alors, les manchots, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont plonger et atteindre les grandes profondeurs, on va avoir une compression des sacs aériens, donc qui sont les réservoirs qui alimentent en permanence les poumons. Donc, en gros, les oiseaux, ils ont à la fois des poumons et plein de petits sacs qui vont leur permettre de stocker, c'est plein de petites poches d'air qui vont alimenter en permanence les poumons. Donc quand ils vont atteindre des profondeurs assez élevées, ces sacs vont se comprimer. Et ça va chasser l'air des sacs vers les voies aériennes supérieures, donc par exemple la trachée, qui sont des endroits qui sont peu vascularisés. Donc en gros, à ce moment-là, quand ils arrivent au fond, ça va couper tous les échanges gazeux avec le sang, et donc on évite justement l'accumulation d'azote dans le sang. Les sacs aériens, c'est des choses qu'on trouve effectivement, comme tu disais, chez les oiseaux. Ils ont plusieurs fonctions, aussi bien au niveau vocal qu'au niveau du vol aussi. Donc c'est fou qu'on en ait encore chez les manchots. Mais c'est vrai que on avait vu avec toi que les ancêtres des manchots, c'était des animaux volants. Et puis on voit cette trace chez leurs cousins, les fameux albatros et les pétrels. Et je voulais savoir ce que mangeaient les manchots. On a dit qu'ils étaient carnivores, mais est-ce que toutes les espèces mangent les mêmes animaux? Est-ce qu'ils ont les mêmes proies? Alors non, leur régime alimentaire est très très varié. En fonction des espèces, on ne va pas retrouver du tout les mêmes types de proies. Globalement, c'est des animaux qui se nourrissent plutôt sur des petites proies pélagiques, donc des proies qui évoluent dans la colonne d'eau. Donc par exemple des petits poissons comme des poissons lanternes qui sont des espèces de petites sardines lumineuses qui sont très très abondantes dans les océans. Il y en a pas mal qui se nourrissent aussi de sardines, de sprats, de petits harengs. Donc ça va être tout ce qui est manchots royaux, gorfous, manchots du Cap, manchots de Magellan, manchots pygmées, etc. On a d'autres manchots qui vont se nourrir aussi de crustacés et principalement de krill, donc c'est cette petite crevette qu'on retrouve de manière très très abondante, notamment au niveau de l'océan austral, qui est la nourriture notamment des grandes baleines. Ouais. Donc il y a beaucoup de manchots qui se nourrissent de krill, en particulier le manchot Adélie, le manchot empereur et le manchot à jugulaire, donc qui sont vraiment les espèces qui vivent au niveau du continent antarctique. Et on en a d'autres qui vont se nourrir par exemple de petits céphalopodes, donc comme de calmars, c'est le cas par exemple de certains gorfous. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup des espèces opportunistes. En gros, elles mangent ce qu'elles trouvent. Et on a un régime alimentaire qui est très varié et qui peut aussi dépendre de la disponibilité annuelle en proie. On peut aussi avoir des changements de régime alimentaire au cours de l'année. C'est le cas, par exemple, du manchot Adélie, qui va principalement se nourrir de krill, mais à certains moments dans l'année où le krill n'est pas très abondant, ils vont se rabattre sur des petits poissons antarctiques. Oui, c'est des animaux qui sont pas hyper difficiles en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils voient une proie, ils la mangent, quoi. Ils ont pas un régime vraiment spécifique, contrairement à d'autres espèces. Oui, c'est ça, ils sont très opportunistes, ouais. Alors, on a vu avec toi que c'est des animaux qui parcourent quand même des distances, surtout des profondeurs assez importantes pour se nourrir. Et puis, ils se nourrissent de proies pélagiques, donc des proies qui vont vraiment se déplacer dans la colonne d'eau. Donc, j'imagine que c'est des proies qui sont pas forcément faciles à attraper. Donc, est-ce que les manchots, ils ont des capacités, des sens particuliers qui leur permettent d'être le plus efficaces possible quand ils chassent? Ouais, alors le principal problème de la plongée, c'est que dès qu'on va un peu en profondeur, on va perdre de la lumière. On se retrouve vite dans l'obscurité dans l'océan. Donc forcément, ils doivent avoir des sens assez développés. La plupart des manchots, c'est ce qu'on appelle des chasseurs à vue. En gros, ils vont utiliser leur vision pour chasser leur proie. Et donc, ils vont avoir des yeux ultra sensibles aux basses lumières.
Et notamment, ils possèdent un grand nombre de bâtonnets. Donc les bâtonnets, c'est les récepteurs qu'on retrouve au fond de la rétine qui vont être responsables de la vision en basse lumière, qui vont leur permettre justement d'être très sensibles aux faibles luminosités. Ils ont aussi un cristallin qui est très puissant, qui va leur permettre de corriger un peu la réfraction dans l'eau. En gros, ils vont voir net dans l'eau, un peu flou à terre, donc c'est l'inverse de nous. Ah ouais, d'accord. Nous, on voit très bien dans l'air, mais par contre, dès qu'on va dans l'eau, la réfraction de la lumière fait qu'on voit tout flou. Eux, c'est l'inverse. Ils ont des yeux qui sont vraiment faits pour voir dans l'eau. Leur pupille va aussi être capable de se contracter et se dilater très rapidement, ce qui va leur permettre de faire face aux changements de luminosité qui peuvent être très importants. Par exemple, si on parle des manchots qui vivent sur la glace, ils doivent vivre dans un environnement extrêmement lumineux. La lumière se reflète beaucoup sur blanc, la glace, donc c'est super blanc. La réflexion est immense. Ouais. Exactement, mais dès qu'ils vont plonger, ils vont vite se retrouver dans l'obscurité. Ouais. Et donc leur pupille doit vraiment être capable de se dilater et de se contracter très rapidement pour justement faire face à ces changements de luminosité. Et on aurait quelques manchots qui seraient aussi capables d'utiliser leur odorat pour repérer leur proie. Ce serait notamment le cas des manchots du Cap ou des manchots de Humboldt qui seraient capables de localiser des proies en pouvant localiser une molécule qu'on appelle le diméthylsulfure, qui est en gros une molécule qui se dégage pendant la dégradation du plancton, donc qui est classiquement une molécule qu'on retrouve très abondante dans les zones où il y a beaucoup de proies. Et donc, il y a des études qui montrent que les manchots du Cap et les manchots de Humboldt seraient capables de sentir justement cette molécule et de s'en servir de ça pour localiser les agrégations de proies. Donc toujours du plancton qui reste dans l'eau, c'est pas des choses qui s'échouent, c'est vraiment une odeur dans l'eau, donc c'est encore plus difficile à détecter que sur Terre. Alors le DMS, c'est une molécule qui est très volatile, qui va se diffuser à la fois dans l'eau et à la fois dans l'air. Donc quand le plancton se dégrade à la surface, ça va aussi se diffuser dans l'air. Et donc on imagine que les manchots qui sont capables de détecter ce DMS le font dans l'air. Parce qu'en fait quand ils plongent, ils vont probablement fermer leurs narines pour justement ne pas se noyer. Et donc voilà, c'est pas très clair de s'ils peuvent vraiment sentir dans l'eau. On pense qu'ils peuvent plutôt sentir ce DMS qui est un peu volatile dans l'air. Alors, les manchots, c'est des excellents chasseurs. Est-ce qu'il y a des techniques de chasse particulières, par exemple? Est-ce qu'ils sont tout seuls quand ils chassent? Est-ce qu'ils le font collectivement? Est-ce qu'on a des records de vitesse assez notables? Ouais, alors comme ils se nourrissent de plein de proies différentes, ils ont des techniques de chasse qui sont aussi très variées, forcément qui sont adaptées aux différents types de proies qu'ils vont cibler. Alors, on a beaucoup de manchots qui vont utiliser la poursuite de leur proie. C'est globalement des oiseaux qui sont extrêmement rapides, des oiseaux qui sont très maniables. Par exemple, le record de vitesse a été enregistré chez un manchot papou qui serait capable de nager à plus de 35 km/h, donc c'est vraiment une vitesse très très élevée dans l'eau. C'est grâce à leur palette natatoire très puissante et à leurs muscles très développés qui sont capables justement de se propulser super rapidement sous l'eau. On aurait aussi certains manchots qui seraient capables de chasser en groupe. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas beaucoup avant et qu'on commence à découvrir petit à petit. On a eu de la chasse en groupe qui a été enregistrée chez plein d'espèces, notamment le manchot des Galapagos, le manchot du Cap, le manchot pygmée, le manchot papou, le manchot Adélie et les gorfous sauteurs, où on a enregistré des plongées synchronisées au niveau des bancs de poissons. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie coopération entre les manchots pour justement essayer de rassembler le banc, de le concentrer pour que ce soit plus facile pour aller récupérer les proies ensuite? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les manchots qui chassent en groupe au niveau de ces bancs sont globalement plus efficaces qu'un manchot qui chasserait tout seul. Donc il y a un avantage à chasser en groupe. Après, est-ce que c'est une coopération qui est volontaire? Est-ce que, par exemple, on a de la communication entre les individus pendant la chasse? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on enregistre des vocalises sous l'eau. Alors, c'est quelque chose qu'on a enregistré, par exemple, pendant ma thèse, au niveau des manchots royaux. Ah, génial. On a enregistré des vocalises sous l'eau. Alors, est-ce que c'est des vocalises qui sont produites pour, justement, de la communication? C'est très difficile à dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, voilà, on a pas mal de manchots qui vont chasser en petits groupes et que les manchots qui chassent en groupe sont globalement meilleurs pour capturer les proies.
Oui, parce que souvent, on voit, que ce soit dans des films hyper connus comme La Marche de l'Empereur ou des documentaires un peu plus confidentiels, souvent des scènes où t'as quand même une colonie de manchots, ils vont tous plonger en même temps, mais ça veut pas forcément dire qu'ils chassent collectivement, ils peuvent juste chasser un poisson dans leur coin, le poursuivre vraiment tout seul. C'est pas de la coopération, là, pour le coup, c'est pas collectif, dans le sens où tu as pas forcément des manchots qui vont tourner tous autour d'un banc de poissons ensemble, quoi. C'est ça, j'imagine, la différence. Oui, c'est ça. D'ailleurs, souvent, en fait, on les voit partir tous en même temps à l'eau, et en fait, il y a beaucoup de cas où ils vont ensuite se disperser. D'accord. Voilà. C'est très difficile d'observer ces comportements de groupe parce que ça nécessite de suivre plusieurs individus sous l'eau. Enfin, c'est très compliqué. Donc, on connaît assez peu de choses encore sur le comportement de groupe au niveau de la chasse. Mais en tout cas, c'est de plus en plus enregistré. Donc, voilà. Ouais, en plus, ils font des pointes à plus de 30 km/h, donc forcément, c'est un peu compliqué. Et pour terminer cet épisode, est-ce qu'on pourrait parler des prédateurs des manchots? Parce qu'il y a des animaux qui les chassent, hein. Et je voulais savoir comment est-ce que ces manchots, qui semblent quand même être hyper à l'aise dans l'eau, pouvaient être prédatés, pouvaient être chassés. Ouais, alors quand ils sont dans l'eau, ils sont chassés notamment par le léopard des mers. Je pense que tu as très bien en tête la fameuse scène dans La Marche de l'Empereur où on voit ce léopard là qui prend les manchots empereurs par surprise. C'est une scène vraiment terrifiante. Elle m'a traumatisée, moi je l'ai pu regarder pendant 20 ans après, de vrai. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Donc ils sont chassés par les léopards de mer, ils sont chassés aussi par d'autres pinnipèdes, notamment par les otaries à fourrure, qui peuvent se nourrir parfois de manchots, notamment de petits manchots royaux. Au niveau du Cap, on a pas mal de prédation par les requins, notamment les grands requins blancs. Et on a bien sûr la prédation par les orques qu'on retrouve partout et qui sont vraiment les super prédateurs des océans. Donc les manchots n'évitent pas la prédation par les orques. Et à terre, donc je disais au début que c'est des animaux qui ont assez peu de prédateurs terrestres, mais ils en ont quand même un petit peu, et notamment d'autres oiseaux. On peut mentionner par exemple le squak. Pour faire simple, ça ressemble à un très gros goéland marron, quoi. Ah, c'est assez traumatisant quand on en voit. J'en ai jamais vu en vrai, c'est pour dire, mais juste des images ou des vidéos, je trouve ça terrifiant. Donc, ouais, c'est des oiseaux qui sont assez terrifiants. Ils sont très intelligents et ils vont réussir à piquer les œufs qui sont laissés sans surveillance. On a aussi les pétrels géants. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble un pétrel géant. Ouais, mais... c'est pareil. Enfin, en fait, tout ce qui est albatros, procellariforme, je sais pas, ils ont un bec tellement long et en même temps courbés, et puis ils ont des gros yeux, on a l'impression qu'ils froncent les sourcils, et puis ils ont une envergure immense. Je sais pas, je trouve que c'est assez effrayant, hein, alors que j'ai pas peur des oiseaux en général, mais ceux-là en particulier, franchement, j'aimerais pas les croiser. Hein. Ouais, ceux-là, c'est vrai, j'en ai vu pas mal. Moi, je les trouve fascinants. On dirait vraiment des dinosaures. Hein. Pour le coup, le pétrel géant, il est immense. Il a une envergure qui dépasse les 2,30 m. Enfin, c'est vraiment un très gros oiseau. Il est tout gris. Il a cette espèce d'énorme bec qui peut mesurer jusqu'à 10-15 cm, je pense. Elle est très crochue, qui fait vraiment peur. Donc, c'est des oiseaux un peu charognards qui vont manger souvent les poussins morts ou les œufs laissés un peu à l'abandon. Mais on en voit des fois s'attaquer à des poussins vivants. Donc là, ça fait un peu peur. Et ce qui est intéressant, c'est que chez certaines espèces, notamment chez le manchot papou, on voit des comportements de défense chez les adultes qui vont un peu faire barrière au squat ou au pétrel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé. J'ai observé pendant très longtemps un pétrel géant qui essayait de s'approcher d'un groupe de papous pour piquer un des poussins. Et il y avait tous les adultes qui se sont mis en rang comme ça pour essayer de faire peur au pétrel. Et finalement, le pétrel a fini par abandonner. Et ça a pris combien de temps, ça ? Ah, ça a duré quelques dizaines de minutes. Hein. Il tournait autour, vraiment, tu vois, qui voulait cibler ça. Et puis, tu avais tous les adultes qui étaient là. Non, on protège nos petits poussins. C'était chouette à voir, ouais. Bah, c'est super parce que dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux comportements sociaux des différentes espèces de manchots. On va parler évidemment de cette cohésion de groupe, puisque tu avais dit au tout début que c'est des animaux qui peuvent vivre dans des colonies avec plusieurs milliers d'individus. On va parler évidemment aussi des parades amoureuses et du soin aux petits, parce que c'est quelque chose qui est assez connu chez les manchots, qui a beaucoup été popularisé dans les documentaires, notamment ceux dédiés aux manchots empereurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, Mathilde. Je te retrouve très vite pour parler de la vie sociale des manchots. D'ici là, prends soin de toi. Salut! Salut! L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade!
C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.